Bonsoir à tous, ici Fabienne de Bien-être en Yvelines. Nous allons accueillir France-Lise Labrana pour nous parler du burn-out. J'espère qu'elle ne va pas trop tarder. Nous sommes un petit peu en retard. Bonjour Flora. Allez, quelques secondes avant d'être connectées toutes les deux. Alors France-Lise. Voilà, super. Salut! Bonsoir France-Lise, comment vas-tu? Bonsoir, bien, bien, et toi? Ah bah je suis heureuse de te voir parce que je me disais ça y est, je vais être toute seule ce soir. Non, mais non, quand même, c'était prévu. Bon, bah parfait. Alors, comme c'est pas non plus mon domaine de prédilection, le burn-out, moi, j'arrive plutôt après, pendant les soins, mais pour toi, tu vas nous permettre de le détecter et puis de pouvoir Ouais, mieux l'éviter. Alors, je vais d'abord présenter l'association, puis après, tu te présenteras, d'accord? ça marche. Alors, Bien-être en Yvelines est né il y a 7 ans et depuis, on a fait une centaine d'événements, aussi bien en individuel qu'en collectif. On est présent sur des événements sportifs, on est présent en conférence, en présentiel, enfin, on l'était. Et puis, aujourd'hui, on est plutôt en visio avec des ateliers, des conférences. On fait des interviews. On a des partenaires comme Marmite FM, l'IPS, qui est l'Institut de promotion de la santé à Trappes. On a d'autres partenaires et donc on fait bien sûr de multiples événements pour faire découvrir le bien-être. Et aujourd'hui, je suis exceptionnellement avec France-Lise qui va donc nous parler du burn-out. Alors, on l'avait déjà planifié au mois de mars, il y a eu un petit problème technique, mais aujourd'hui, tout va bien se passer. Hein, Exactement. France-Lise, tout va bien se passer. Et puis, je te laisse donc te présenter. Oui, donc déjà, oui, on va commencer par ça, me présenter. Moi, je suis France-Lise Labrana, donc sous le nom de Coach Flab sur Instagram. Donc, je suis psychopraticienne et coach en développement personnel. Donc, j'utilise exclusivement la pratique de la PNL humaniste, donc la programmation neurolinguistique, pour ceux ou celles qui connaissent. Donc voilà, donc j'interviens en cabinet, j'accueille un peu tout public, hein, les enfants, les ados, les adultes, et aussi je fais du coaching de couple. Et donc je suis aussi adhérente de l'association Bien-être en Yvelines depuis quelques temps, non, plus de 2 ans je crois. Donc Ouais. ouais, ça a Et on en commencé a à de bien. la chance. C'est ça. On fait pas mal d'actions, hein, on essaye en tout cas d'être au plus proche de tous, que ce soit pour promouvoir en tout cas les techniques de bien-être, mais aussi pour vous apporter aussi des informations, comme aujourd'hui sur la question du burn-out. Et donc, et ben voilà, le sujet est ouvert. Hein, le burn-out, c'est pas un sujet très classe, mais il faut quand même en parler pour pouvoir l'éviter, pour pouvoir mieux les détecter. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le burn-out? Qu'est-ce qu'on appelle le burn-out? Est-ce que c'est une maladie, une dépression, un état? Alors, dis-nous en plus. Alors, déjà, le burn-out, pour être clair, comme vous l'avez tous compris, c'est un mot anglais, c'est pas français. Bon, voilà, Ah, c'est un mot anglais qui traduit vraiment le fait de brûler, le fait de se consumer. Donc effectivement, tout se passe à l'intérieur. C'est pas forcément physique. Alors effectivement, il va y avoir des petites transformations physiques parce qu'on va être peut-être un peu plus fatigué ou autre, mais c'est pas voilà, ce sera pas un handicap physique concrètement. Tout se passera à l'intérieur et en fait, effectivement, on se consume petit à petit. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de l'être dès le départ, parce que souvent quand je reçois des personnes en burn-out, elles me disent, je ne sais pas depuis quand ça a commencé. Ben oui, parce qu'en fait, quand ça a commencé, on ne se rend pas compte forcément.
Et on va y venir tout à l'heure sur les symptômes, etc. Donc, effectivement, c'est une maladie. Alors oui, c'est une maladie. Le burn-out, c'est une maladie qui existe depuis très, très, très longtemps. Donc, depuis même les années 70, quand les salariés ils estimaient qu'ils travaillaient plus avant que la normale. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'on est en surcharge de travail. Eux, avant, c'est ce qu'ils appelaient le burn-out, c'est-à-dire qu'ils travaillaient plus que ce qu'ils faisaient habituellement. Et donc, c'était ça le burn-out. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de cette pathologie, mais c'est moins reconnu. Donc, en fait, il y a eu rarement de reconnaissance en fait de cette pathologie, parce que souvent le burn-out, en fait, on l'utilise dans le milieu professionnel. Donc, vous avez par exemple la Haute Autorité de la Santé, donc l'HAS pour ceux qui connaissent un peu mieux, qui définit le burn-out comme un syndrome qui, pour eux, n'est pas une maladie en tant que telle, mais qui se traduit plus par un épuisement physique, émotionnel et mental profond. Donc, on parle bien de profond, se consumer à l'intérieur, donc c'est vraiment profond, et qui est causé le plus souvent par un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes. Donc, on va être plus dans l'exigence en fait de la charge de travail que de la charge de travail en intensité, sachant que les deux, pour moi, sont liés. Donc, ce terme, en fait, comme je disais, il est vraiment utilisé dans le cadre professionnel, en fait. C'est vraiment, on va l'utiliser dans ce cadre-là. Maintenant, on parle aussi du burn-out parental. Donc, ça, c'est encore autre chose. C'est la surcharge de travail aussi à la maison par rapport à la vie familiale, mais qui aussi se détermine par d'autres aspects. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, donc tu viens de nous dire que le burn-out, ça touchait aussi bien les personnes en entreprise, salariés, entrepreneurs, chefs d'entreprise, à tous les niveaux, je suppose. Et tu dis aussi que ça touche les parents et les adolescents, les étudiants, non? En fait, oui. C'est ça, c'est ce que. Mais tu as bien fait de poser la question. Mais du coup, mais oui. En fait, ça touche tout le monde et même les enfants. C'est-à-dire que le burn-out, au départ, c'est dans la cause professionnelle en fait qu'on va parler de burn-out. Mais en fait, ça touche le public. Et vous avez des enfants qui sont en burn-out et souvent aussi des ados, les adultes, oui, qui travaillent ou pas d'ailleurs. Donc, les étudiants, pour répondre à ta question, au niveau des étudiants, oui, dans le sens où ils vont avoir trop de devoirs, vont vouloir tellement réussir leur examen, ce qui est tout à leur honneur, mais qui vont s'investir pleinement, vraiment dans tout ce qui va se passer pour eux, dans la charge de travail qu'on va leur demander, les devoirs, les mémoires, les doctorats, vraiment dans cette envie de réussite aussi. Cette envie de réussite, et où ils vont devoir réviser, ils vont même s'empêcher des fois de sortir pour pouvoir réviser, pour pouvoir intégrer le maximum d'informations pour passer leurs épreuves, et qui fait qu'à un moment, certains décrochent, et on est sur du burn-out. Et donc, effectivement, les étudiants, les enfants, même les plus jeunes enfants, quand ils ont envie de rattraper leur niveau scolaire, quand il y a des difficultés scolaires très présentes, ou même parce qu'il y a une exigence aussi des fois de la famille qui fait que il faut bosser, sont souvent en burn-out. D'accord. Donc, en fin de compte, il y a une pression qui fait que la personne qui irait éventuellement vers le burn-out ne peut plus maîtriser cette pression et donc l'entourage peut remarquer cet état de hyperconsommation de l'intérieur. Alors, souvent, l'entourage a du mal à le détecter. C'est un peu la difficulté de cette maladie. Moi, je vais vraiment l'appeler comme une maladie. Parce que, comme je disais, c'est pas physique en soi. Par contre, ça va être une certaine fatigue, une certaine lassitude, un sentiment un peu de manque d'énergie, d'épuisement. C'est-à-dire, j'ai du mal à me lever le matin pour aller travailler. Je prends mon exemple. Moi, je sais que, à un moment donné, quand j'arrive plus à sortir du lit, que je n'ai plus la motivation pour aller travailler et que ça devient très compliqué pour moi d'y aller, je commence déjà à m'interroger sur est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui fait que je n'ai plus cette capacité-là? Et là, c'est vraiment cette interrogation qui va le faire. Moi, j'ai cette capacité, mais des fois, parce que j'ai aussi ce recul et j'ai un travail aussi que je fais sur moi qui me permet de le faire. Mais quand on n'a pas toutes ces intentions, tous ces questionnements, c'est difficile de se dire je ne vais pas aller au travail. Parce que
il y a derrière aussi toute la condition humaine, hein, l'aspect financier, l'aspect aussi, l'aspect travail, la valeur travail dans la société, le fait qu'il faut, comme je disais, l'aspect financier, ramener l'argent pour pouvoir travailler, pour pouvoir aussi nourrir ses enfants, sa famille, etc., etc. Donc, on se doit d'y aller. On se doit d'y aller. Et le travail, c'est fondamental dans une vie. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, de se dire que ça, c'est vraiment la fatigue, l'énergie, l'épuisement physique, parce que ça devient physique, hein, au point de se dire, je n'arrive pas à me lever, j'ai des douleurs au dos, j'ai même du mal à sortir de mon lit. Donc, ça, c'est physique. Et puis, vous avez aussi la douleur, le manque, tout ce qui concerne le mental. C'est la distance mentale aussi, des fois, qu'on prend par rapport au travail. C'est des fois beaucoup, vous avez souvent, on a toujours eu au moins un collègue avec un peu beaucoup, voire de négativisme. C'est-à-dire, oh, mais encore du boulot, mais il y en a marre, mais ceci, mais cela, voilà, tout le temps. Et puis, d'ailleurs, il vous épuise déjà, vous, parce qu'il vous prend aussi beaucoup de votre énergie. Mais c'est surtout que lui, en fait, son énergie se diminue au fur et à mesure. Et donc, ce négativisme, en fait, va le consumer intérieurement jusqu'au jour où, à un moment donné, il ne sera plus capable. Soit il va se passer quelque chose au boulot qui fait qu'il va, on va dire, craquer, ou soit il ne sera plus en capacité lui-même de continuer à faire les tâches qu'on lui demande de faire. Et c'est à ce moment-là que le burn-out commence à se consumer, voilà, à se consumer, à être présent chez ces personnes. Et donc, du coup, ce qui fait aussi on a une réduction de son efficacité professionnelle. D'accord. Donc, une personne sujet au burn-out, c'est une personne qui se plaint, qui est négatif, irritable, je suppose, insupportable. Tout à fait. Invivable. Souvent, alors pas forcément invivable, alors parce que des fois vous avez des personnes en burn-out qui sont très passives en fait, c'est-à-dire qu'elles vont être dans, on me donne des tâches à faire, je vais les faire, et je ne suis pas capable non plus de dire que j'ai trop de travail, c'est-à-dire qu'elles sont pas capables d'avoir la limite entre ma charge de travail actuelle et ma charge de travail trop intense. Et donc elles sont pas dans la capacité de faire l'entre-deux, puisque ça va être un peu mécanique, un peu robotisation. On est un peu dans ce cadre-là. Où certaines vont avoir ce sentiment d'être débordées. Ah oui, j'ai trop de choses à faire, j'ai ça, mais par où je commence? Mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mais je ne sais même pas par où commencer. Et puis ça s'accumule, et puis jusqu'à un moment donné, c'est trop compliqué. Le fait d'avoir cet aspect visuel de ces dossiers qui montent au fur et à mesure, ça fait qu'en fait, on se sent dans l'incapacité aussi professionnelle. On se trouve incapable de pouvoir faire le travail, les tâches qu'on nous donne. Pardon. Et donc, c'est vraiment ce côté vide et sans source de ressourcement, en fait, qui est important. C'est vraiment, on a l'impression de ne pas faire face à un autre jour, au jour le jour, de tout ce qui peut nous arriver. Et ça, c'est vraiment à ce moment-là que les choses se concrétisent d'ailleurs, parce que c'est là que ça se voit quand votre chef après vous dit est-ce que vous avez fait le travail qu'on vous a demandé? Et bien que vous dites non, j'ai trop de travail. Mais c'est déjà même trop tard en fait. Le burn-out s'est déjà installé dans ce cadre-là. Et c'est vraiment ces petits détails qui vont faire la différence. Vraiment, vous avez aussi toute la question de la perte d'idéalisme. Alors, j'aime bien ce terme parce que quand on est dans des professions, on idéalise son métier tellement. Je vais pouvoir faire plein de choses. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que ça montre la motivation de vouloir changer les choses ou de vouloir les modifier ou de vouloir apporter sa plus-value. Et puis finalement, à ce moment-là, quand le burn-out est là, en général, on n'a plus de vision de son métier. Ça reste un métier comme un autre. Et à partir de ce moment-là, les symptômes, j'ai envie de dire, du burn-out sont déjà présents. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la quête de projet, dans la quête de montrer ses compétences, dans la quête de se dire on peut aller dans une direction autre. À partir du moment où il n'y a plus de direction, il n'y a plus de compétences particulières et qu'on estime qu'on ne sort pas du lot, et effectivement, on va se sentir juste présent, même des fois avec un peu détaché de ce qui se passe en fait dans son environnement. Et ça, effectivement, ça montre cette réduction d'efficacité, de compétences, de productivité qui fait qu'on ne va pas se sentir non plus à sa place à ce moment-là. D'accord. Et pour toi, une personne qui est en burn-out, il vaut mieux qu'il quitte son travail, il vaut mieux qu'il se mette en arrêt de travail. Est-ce que c'est reconnu? Alors,
La reconnaissance, ça c'est un grand mot, la reconnaissance, hein. La reconnaissance, elle n'est pas encore très officielle. C'est-à-dire que aujourd'hui, maintenant, il y a tout un circuit qui propose de voir son médecin traitant pour déjà qui va vous conseiller sur le fait est-ce que vous êtes en surcharge de travail, puisque le médecin traitant va pouvoir communiquer avec son patient en lui posant quelques questions qui va lui déterminer à peu près s'il est en surcharge de travail ou pas. Maintenant, il est capable de faire un arrêt maladie, surcharge de travail, surmenage, etc. Bon, là, ce sont des termes qui sont propres à la sécurité sociale, bien sûr, pour pouvoir mettre en arrêt son patient pendant un mois ou 2, 3 semaines. C'est, voilà, toute une négociation aussi avec son patient sur comment il se sent par rapport aussi à cet arrêt. Parce que souvent, quand on est en burn-out, c'est qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Et donc là, c'est quand même, c'est aussi ça en fait, c'est que le burn-out fait qu'on ne s'arrête pas et on ne connaît pas ses propres limites. Et donc, est-ce qu'on fait confiance au corps médical pour nous arrêter? Donc, certains, ça fonctionne. Donc, j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est aussi le moment pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir vraiment se recentrer sur soi. Et j'ai envie de dire, c'est le moment aussi de retravailler sur ce qu'on idéalise, sur ses propres capacités, sur ses compétences, et aussi sur ce que l'on veut pour soi. Donc ça, c'est toujours la question. Qu'est-ce que l'on veut pour soi? D'accord. Est-ce que c'est juste assurer sa sécurité financière ou c'est être malade? Voilà, c'est comment aussi faire des compromis avec soi-même pour pouvoir aller mieux. Donc moi, je propose vraiment de s'arrêter. Si votre médecin vous propose, franchement, je vous incite à le faire. Maintenant, s'arrêter pour s'arrêter, ça n'a pas de signification. Je dis bien pour moi. Parce que si on s'arrête, on est en burn-out, et que le médecin vous met en arrêt, que vous arrêtez un mois, par exemple, alors effectivement, ça va vous permettre de peut-être retrouver le sommeil, d'avoir une autre hygiène de vie, de pouvoir vous reposer. Donc ça, c'est important. Effectivement, ça fait partie de l'accompagnement. Maintenant, si c'est pour juste être dans ce cadre-là, et se dire ça va bien, et puis pour pouvoir retourner au boulot et reproduire encore la même chose, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si dans 3 mois, vous allez revoir votre médecin traitant, je suis encore épuisée, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, le travail n'a pas été efficace. Et c'est pour ça que quand on a constaté et qu'on a mis les mots aussi, parce que c'est important de mettre les mots sur soi, certains vont dire dépression, d'autres vont dire burn-out. Voilà, c'est similaire, mais c'est pas pareil. Donc, c'est comment je vais travailler sur moi-même pour éviter de l'être une nouvelle fois. Ou bien, qu'est-ce que ce burn-out veut me dire? Qu'est-ce qui vient me dire, en fait, par rapport à mes propres limites et par rapport à moi-même? Donc, ce sont ça, ces interrogations, moi, qui, pour moi, sont les plus importantes. Et à partir du moment où on sent qu'on peut travailler sur soi, parce qu'il faut aussi être prêt, certaines personnes ne sont pas prêtes, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. À partir du moment où on est prêt, moi, je propose surtout de trouver un accompagnement qui permettrait vraiment de pouvoir poser toutes ces questions, cette remise en question, puisque c'est aussi une remise en question de soi, pour pouvoir avancer. Le but, c'est d'avancer, c'est pas forcément de rester dans les mêmes contraintes qu'on nous impose, en fait. Mais c'est de pouvoir remettre de l'ordre, remettre du sens dans les valeurs que l'on a, dans les critères que l'on a, et aussi dans le monde idéal qu'on a pour soi, en fait. Et donc, pour faciliter la tâche pour les personnes qui pourraient être victimes donc, de burn-out, est-ce que tu interviens en entreprise pour sensibiliser et informer les entreprises? Alors, moi, j'interviens en entreprise, mais plus à échelle locale. Donc, j'interviens déjà dans des entreprises. Je ne fais pas énormément de sensibilisation. Par contre, je me fais connaître de par mon cabinet, par les entreprises, pour justement pouvoir accompagner les personnes qu'ils considèrent, eux, en burn-out. D'accord. Puisque aussi, maintenant, le burn-out est quand même un terme et aussi une notion qui est très en vogue, j'ai envie de dire, en ce moment, dans les risques psychosociaux. Donc, les RPS, dans le cadre des CSE, donc dans les entreprises, voilà, dans toute la question du bien-être du salarié. Donc, effectivement, il y a beaucoup les chefs d'entreprise sont très sensibles, mine de rien, au burn-out. Et très attentionnés aussi de plus en plus, c'est pas partout pareil, mais de plus en plus, on y vient par rapport à leurs salariés. D'accord, donc les chefs d'entreprise.
les chefs d'entreprise proposent des techniques pour justement accompagner la période où la personne est en arrêt et qu'éventuellement elle pourrait utiliser, par exemple, je sais pas, la sophrologie, les Oui, activités il existe. physiques. Bah, il existe plusieurs techniques et là, justement, la transformation des CE d'entreprise et aussi du CHSCT, ancien CHSCT, qui est maintenant CSE, donc le groupement du CSE, Comité social d'entreprise, fait que aujourd'hui, il y a une autre philosophie en fait du bien-être du salarié. Et dans cette case-là, en fait, tous les CSE maintenant ont même, si je ne me trompe pas, mais ils ont quand même une obligation de proposer des actions pour le bien-être du salarié. Donc, que ce soit en termes sportifs, mettre en Mhm. place une salle de gym, une salle de sport pour les salariés. Ça peut être aussi proposer des techniques, comme tu disais, la sophrologie. Donc, faire venir un intervenant pour de la sophrologie. Ça peut être aussi de la danse. Voilà, certains, ça peut être de la danse. Vraiment des activités pour pouvoir détendre. Le but, c'est de détendre son personnel, en même temps lui faire découvrir d'autres techniques, bien sûr, mais c'est surtout le détendre et lui montrer que le travail, c'est aussi prendre soin de soi. On peut prendre soin de soi tout en travaillant aussi. Et que effectivement, comme on a des horaires de travail pour certains, je parle des horaires classiques, 9h, 17h, 9h, 17h, il ne reste pas beaucoup de temps dans la journée pour pouvoir faire une activité propre à soi. Donc, du coup, ça permet aussi de prendre des fois sur le temps de pause pendant le travail pour pouvoir vraiment ajuster et se dire, bon, ben, j'ai un petit temps que je peux prendre soin de moi, on me l'autorise sur mon lieu de travail, donc je peux le prendre pour le faire. Et D'accord. donc, c'est aussi des occasions à saisir. Ok. Donc ça, c'est souvent aussi quand même dans des grandes entreprises qu'on est sensibilisé et qu'il y a les moyens pour pouvoir mettre en Oui, place ce genre d'activité. c'est Voilà. ça. Dans les grandes entreprises, c'est souvent le cas. Après, il y a des petites entreprises qui proposent des fois plus des abonnements dans des centres, des réductions dans des salles de sport. Voilà, chacun trouve un petit peu leur manière de contribuer, on va dire ça, de contribuer au bien-être du salarié. D'accord. Un peu comme nous, quoi, bien-être en été. C'est ça. Bah, d'ailleurs, souvent aussi, les entreprises se font intervenir pour les massages Ama assis. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Tout à Voilà. fait. On a J'ai eu déjà testé d'ailleurs. l'opportunité. On a eu l'opportunité de faire des massages. On a eu l'opportunité aussi de faire des conférences ou des présentations de techniques. Moi, je me rappelle d'un grand compte qu'on avait suivi en 2018, ouais, 2018-2019. Et là, on était parti dans des agences dans le nord des Yvelines faire des interventions pour surtout sensibiliser. Donc, on avait fait de la sophro, du tai chi, non, du qigong plutôt. Et donc, l'hypnose aussi était une des techniques qui avait été appréciée. Et donc, comment toi, tu travailles quand tu accueilles une personne qui est en burn-out? Est-ce que tu la rassures? Est-ce que tu... Eh ben oui, je Tout. la rassure. J'essaye, en tout cas au mieux. Mais déjà, avant même de la rassurer, je la félicite déjà juste du premier pas qu'elle a fait de venir vers moi ou quel que soit le cabinet, en fait, j'ai envie de dire, quelle que soit la prise en charge. C'est déjà d'avoir fait le pas de se dire que je peux venir me faire soigner. C'est aussi un terme que je peux utiliser, soigner, mais aussi de prendre soin de moi. Et ça, c'est vraiment important dans ce cadre-là parce que c'est tellement difficile pour une personne quand elle sait qu'elle ne va pas bien, de se dire, d'accepter le fait que qu'elle ne va pas bien, tout simplement. C'est se dire, avoir conscience d'eux. Avoir conscience d'eux, c'est la plus grande étape qu'il y a pour une personne quand elle est en burn-out. C'est comment je peux m'en sortir. Et le fait de faire le pas pour se dire, je vais aller voir un thérapeute, quel qu'il soit, c'est déjà une grande chose, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté, cette motivation de prendre soin de soi. Donc, moi, c'est la première chose que je fais déjà, c'est les féliciter. Parce que ça veut dire qu'ils ont franchi, ils ont fait j'ai envie de dire 50% du travail déjà. Et, euh, et c'est aussi là que j'insiste, c'est parce que tu disais tout à l'heure comment repérer. C'est tellement difficile de repérer, mais déjà d'avoir même conscience soi-même qu'on est en burn-out, c'est déjà tellement compliqué que le jour où on se dit, ce serait bien que j'aille voir quelqu'un pour pouvoir m'aider à aller encore même mieux, en fait. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir et je risque de rester dans le même schéma répétitif ou ou dans le même scénario. Et ça, c'est vraiment cette difficulté, en fait, chez la personne. C'est de se rendre compte qu'elle a ce besoin. Et donc ensuite, le but, c'est vraiment de travailler, on travaille beaucoup sur les émotions.
Parce que souvent, le burn-out, c'est aussi une grande charge émotionnelle, en fait, derrière. Donc, on va travailler beaucoup sur les émotions, sur les frontières, sur aussi comment aménager son temps de travail. Si aussi, elle aime toujours son travail, parce que ça aussi, ça en fait partie. Puisque des fois, le travail pour lequel on est embauché a été désidéalisé, c'est ce que je disais. Donc, est-ce que je suis toujours en capacité de faire les mêmes tâches? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai juste l'envie déjà de le faire? Et donc après, c'est voilà, réfléchir à toute cette question. Comment je peux vraiment trouver mon équilibre entre le travail et ma vie personnelle? D'accord. Et c'est vraiment c'est ce qui est primordial en fait. Ok. Et une fois que tu lui as donné donc tes conseils, ça prend combien de temps pour se sortir du burn-out? Est-ce que en un mois c'est possible, en 6 mois, plusieurs années? Alors, j'ai une baguette magique, mais c'est que ça marche que pour les enfants. Je sais que les Et enfants la ne boule regardent de pas la cristal, vidéo. tu l'as pas. Non, alors celle-là, pas du tout. D'accord. Alors, on en rigole, mais c'est vrai que c'est souvent certaines personnes veulent une recette miracle tout de suite. Donc du coup, c'est la difficulté de se dire, combien de temps ça va me prendre? Tout dépend de la personne. Ça peut être des fois, on disait que les burn-out, ça peut être très, très profond, mais des fois, ça va bousculer tellement de choses en soi que ça peut prendre du temps. Pour certains, ça peut se passer en un mois. On peut avancer en un mois, on peut avancer en 2 mois, en 3 mois, en plus. Parce que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas, je suis sortie du burn-out. On va voir le déclic, effectivement, il y aura d'autres, le comportement sera différent. Mais c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir me proposer à moi-même, en fait. Et c'est en fonction de d'où on vient, en fait, d'où on vient, d'où on part, et de là où on veut arriver au minimum. D'accord. Et c'est pour ça que c'est pas quantifiable en soi. Mais ça va être plus dans la façon d'être, dans la façon du ressenti. C'est comment je me sens. Est-ce que je me sens mieux, tout simplement, ou est-ce que je me sens prête à retourner au boulot, ou est-ce que je me sens prête à faire autre chose, ou est-ce que je me sens prête tout simplement à peut-être réfléchir encore, ou à travailler encore sur moi, sur ce qui se passe pour moi par rapport à ça. Et souvent, même si on est sorti même si on a une projection de ce que l'on veut faire par la suite, souvent, moi, j'ai des personnes qui continuent à consulter, en fait, parce que finalement, le burn-out touche à tellement de choses et puis réveille tellement de choses en soi que du coup, on continue à travailler sur d'autres choses, un peu plus profondes, un peu plus personnelles en thérapie. D'accord. D'accord, d'accord. Et une personne qui est en burn-out, toute la famille est en burn-out ou est-ce que c'est contagieux? Alors, ça peut. Ah, Rien n'est prouvé, non, mais rien n'est prouvé. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de statistiques là-dessus. Moi, je me tenterais de dire que ça peut être contagieux. Parce qu'effectivement, tu parlais à un moment donné de mauvaise humeur. Oui, si tu es irritable toute la journée et que c'est bien compliqué, quand tu rentres le soir, tu n'en peux plus parce que tu as passé une journée au boulot qui était juste intenable et qu'en plus, tu commences à t'en prendre indirectement. C'est pas volontaire, mais tu t'en prends à ton fils, à ton mari, à ceci, à cela. Et que du coup, ça contamine un peu tout le monde. Ça contamine la bonne humeur de tout le monde, en fait, finalement. alors attends, parce que dans les quelques mots que je viens de comprendre, j'ai l'impression que tu es en train de me dire que les femmes sont plus touchées que les hommes. Il y a une étude quand même, alors je l'ai plus en tête, mais il y a une étude qui dit effectivement que les femmes sont plus touchées que les hommes. Ah ouais, mais attends, elles font 2 ou 3 tâches en même temps. Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'elles sont plus intelligentes. Enfin, je plaisante. Ah oui, mais si les nerfs ils lâchent avant, c'est franchement pas une bonne idée. C'est vrai que souvent dans les foyers, après, je ne vais pas faire non plus une généralité, mais souvent les femmes effectivement ont plus de tâches que certains hommes. Mais après, ce qui fait aussi qu'elles doivent assurer un peu sur tous les plans, mais de A à Z en fait. Et ça, c'est aussi. C'est vrai que cette surcharge aussi de travail, parce qu'on dit souvent les femmes elles disent moi je vais à mon autre vie quand je rentre chez moi. Oui, en fait il y a plusieurs vies dans une vie. Donc c'est comment je peux gérer aussi ma frustration professionnelle, faire en sorte qu'elle ne déteigne pas sur
ma vie personnelle, en fait. Et ça, c'est très compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Parce que même en se motivant, en se disant, bah oui, bah, je vais prendre 30 minutes tranquille avant de rentrer à la maison pour pouvoir décompresser, etc. Il suffit qu'il y ait une seule chose voilà, qui va mal pour X raisons. Des fois, c'est des choses vraiment toutes bêtes, et puis ça peut partir dans des proportions. Et ça plombe une ambiance familiale. Et D'accord. donc, c'est vrai que c'est malheureusement comme ça, mais c'est aussi comment aussi dans la famille, les autres peuvent pouvoir repérer et aussi dire à l'autre, attention, on a l'impression que tu ne vas pas bien et que chaque fois que tu rentres le soir, par exemple, tu te mets en colère sans aucune raison. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si on leur laisse aussi la possibilité de s'exprimer là-dessus, c'est aussi une relation de confiance, que ce soit dans le couple ou dans la dynamique familiale. Donc, c'est vraiment comment se c'est vraiment comment on peut détecter ces moments-là et comment aussi faire confiance à l'autre aussi pour pouvoir lui dire. Donc, tout est une question de relation de confiance aussi par rapport à son entourage. Et les personnes célibataires, donc, ont plus, on va dire, entre guillemets, plus de chances de s'en sortir, ça met moins de temps ou... Est-ce que le fait d'être isolé facilite la tâche? Pas du tout. Ah, d'accord. Donc, en fin de compte, il n'y a pas d'exemple En fait, magique pour pouvoir. ouais, je peux pas généraliser en fait. C'est difficile de Mhm. généraliser. Après, moi, je vais partir du principe où même quand on vit seul, ou qu'on n'a pas d'enfants, ou que les enfants sont grands et sont partis, etc. Euh, pour moi, ce n'est pas un facteur qui fait que ça, on va dire entre guillemets, la guérison sera plus rapide. Pour moi, non. C'est vraiment propre à chacun, vraiment dans sa propre histoire D'accord. aussi, parce que ben, forcément, le burn-out va faire écho aussi à sa propre histoire personnelle. Donc, c'est aussi par Mhm. rapport à sa propre histoire, ce que ça va déclencher chez soi, qu'est-ce qu'il y a à travailler, et puis aussi, ben, comment ça va se motiver et aussi en fonction de ce qu'il va vivre aussi au jour le jour, en fait. Oui. Et puis, tu nous dis aussi, ça dépend de plusieurs, le stade où on en est, parce qu'en fin de compte, le burn-out, enfin, la personne qui est victime de burn-out peut aussi être amenée à prendre du poids, donc à avoir des problématiques de poids, des problématiques de douleur articulaire. Tu Mm. as cité tout à l'heure le sommeil, Ah oui. motivation. Il n'y a pas simplement que le fait du travail qui peut peser sur la personne. Bah, c'est un peu un cercle vicieux, en fait, le burn-out, Mm. hein. C'est vraiment plein de choses qui vont s'accumuler, qui vont vous entraîner dans la spirale. J'ai envie de dire dans la spirale du burn-out. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, la première chose que je vois souvent, c'est la question, tout ce qui est émotionnel, hein, on le voit, des fois, c'est soit l'hypersensibilité, ça peut être aussi la tristesse, beaucoup d'anxiété, d'angoisse, qui vont amener aussi des troubles de la mémoire, de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil. Alors, les troubles du sommeil, ce sont les champions, puisque bah, forcément, plus je dors mal, plus ben, je vais me réveiller de manière peut-être ou pas irritable ou trop fatiguée, qui fait que ça va agir sur ma journée de travail, sur mon humeur, sur voilà, plein de choses, sur aussi mon corps, parce que mon corps aussi sera fatigué du fait qu'il ne va pas récupérer. Donc, c'est comment on peut vraiment euh, repérer ces signes-là pour pouvoir se dire, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc effectivement, c'est vraiment, moi voilà, je peux l'appeler la spirale, hein, je dirais même la spirale infernale des fois du burn-out. C'est vraiment tous ces aspects qui fait que ça va entraîner d'autres symptômes, beaucoup de somatisation, comme tu disais au niveau du corps, beaucoup de somatisation. J'avais parlé des mots quand on a mal au dos aussi. Donc c'est-à-dire qu'on porte un poids quand même des fois bah, un peu lourd pour soi. C'est significatif. Voilà, c'est vraiment toutes ces et les troubles musculo-squelettiques aussi d'ailleurs, hein, pour des Oui. personnes qui font des gestes assez Alors, ben, des activités assez physiques des fois, voilà, et qui ben, ah, finalement on peut se casser un membre. On le voit bien aussi chez les athlètes, hein, des fois les athlète aussi, hein, ils peuvent être en burn-out hein, quand ils se cassent la mhm. cheville. On fait de l'entraînement dur, ben ça s'appelle aussi du burn-out. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps ne répond plus au mental. D'accord. Et donc, puis fais appel à des collègues pour un suivi holistique, parce que te connaissant, ben,
tu n'orientes peut-être pas vers une meilleure alimentation, des activités physiques et ainsi de suite. Après, tout dépend de la personne et de ses problématiques. C'est-à-dire, pour les troubles du sommeil, moi, je peux le gérer en cabinet, donc ça, Oui, c'est pas une difficulté là-dessus. Par contre, après, effectivement, quand on a aussi un problème d'hygiène alimentaire, je peux aussi proposer une séance de naturopathie ou même avec un diététicien s'il y a aussi vraiment des prises de oui. poids quand même assez importantes. Voilà, donc après, effectivement, nous, on travaille beaucoup en réseau, hein, et puis même des fois, on peut aller même chez une séance chez le psychiatre quand on sait qu'il y a peut-être d'autres troubles aussi qui s'apparentent. Donc, et des fois, ça peut être très aidant parce que des fois, la thérapie aussi a ses limites. Donc, c'est aussi comment on a, nous, la capacité de travailler avec d'autres professionnels pour pouvoir justement aider au mieux la personne qui vient nous voir dans sa complexité, dans ses difficultés et aussi dans cette motivation qu'elle a aussi d'avancer pour elle-même. D'accord. Donc, tu proposes quelque chose de complémentaire Oui. à ce que la personne victime d'un burn-out peut trouver chez un médecin. Ouais. Et si une personne vient directement chez toi avant d'aller voir son médecin, tu peux aussi lui proposer, enfin lui recommander d'aller voir le médecin parce que c'est mieux quand même. D'abord, c'est lui qui va la mettre en arrêt s'il y a besoin. Exactement, parce que moi, je n'ai pas cette capacité, hein, je n'ai pas les compétences pour, donc à chacun son métier, à chacun sa compétence. Et c'est vrai que, et puis tout thérapeute aussi, j'ai envie de dire, se respecte dans le sens où quand on reçoit une personne, on demande toujours les antécédents médicaux et aussi si la personne est suivie, que ce soit par son médecin traitant, que ce soit par un psychiatre ou par d'autres spécialistes, hein, pour X raisons, puisque c'est important aussi qu'on le prenne en compte dans l'accompagnement qu'on va proposer à la personne. Parce que si je reçois une personne et que finalement je constate qu'il y a un trouble dépressif et qu'il existe depuis très longtemps et qu'elle n'est pas suivie par un psychiatre, donc effectivement, moi, ça me posera problème aussi dans le cadre de ma thérapie parce qu'il y a des choses auxquelles je ne pourrais pas toucher ou je ne pourrais pas aller vers en fait. Et ce ne sera pas forcément serein non plus pour la personne. Donc ça, c'est vraiment important de travailler main dans la main, j'ai envie de dire, avec le corps médical aussi et les autres thérapeutes quelle que soit leur discipline, pour pouvoir travailler au mieux avec la personne. Alors, tout ça aussi avec l'accord de la personne, parce que c'est important. Et lui expliquer aussi l'intérêt pour soi, pour l'accompagner, qu'on a besoin aussi d'avoir ce lien. Ok, ok. Bon, et ben, alors, est-ce que le public éventuellement aurait des questions sur le burn-out? Parce qu'on a pratiquement tout dit, ou pas, Non, mais on est là à votre écoute. On est là à votre écoute. Est-ce que vous avez des questions à nous soumettre ou à soumettre plutôt à France Lise? Donc, on a un petit peu de public avec nous. Et puis, après, tu nous diras tes actualités. Ouais, actualité. Alors, il y avait des remarques ou pas? Ben, pour l'instant, pas grand-chose. Oui, une personne peut déteindre sur une autre, oui. Ça, c'était sûr. Effectivement. Voilà, n'hésitez pas. Apparemment, bonjour, bonjour à ceux Bonjour qui à ceux viennent qui viennent de... d'arriver. C'est ça. On était en train de se poser la question si vous aviez des questions à poser à France Lise. Elle est à votre écoute. Bon, eh ben, on va les laisser se poser des questions et puis tu vas nous donner tes actualités. Donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment pour faire parler de toi, pour limiter le burn-out, mais aussi faire parler des émotions et ainsi de suite? Alors, pour parler de moi, moi, je continue à consulter en cabinet, donc sur Aclair et Vernouillet. Donc, effectivement, je suis joignable, voilà, sur mon site internet et tous les autres réseaux sociaux, et ainsi que par téléphone. Actuellement, je vais faire la promotion d'un événement qui va commencer dans quelques minutes, voire dans 1 heure, je pense. Je ne sais plus quelle heure il est, je suis perdue. Il est 19h15. Donc, dans quelques minutes, c'était bien ça. Donc, le sommet Level Up Femme Active qui va débuter à 19h45 exactement. Donc, je vais enchaîner juste après. Qui est un sommet qui a été créé par des femmes entrepreneurs pour les entrepreneurs.
Et donc, c'est un sommet qui vraiment réunit pas mal de femmes entrepreneurs, qui vous propose quand même beaucoup d'ateliers pour pouvoir travailler sur la confiance en soi, sur la détente, sur comment prendre soin de soi et aussi travailler sur toute la question de son business. Voilà, donc c'est vraiment important de se dire aussi qu'on peut avoir son moment en soi, à soi. Et puis je me dis en même temps que comme en plus il pleut toute la journée, donc et que le week-end aussi sera pas peut-être tip top, donc c'est le moment de vous connecter, de prendre votre abonnement, de pouvoir payer votre place et de pouvoir aussi écouter, prendre en compte tout ce qui sera dit parce que ça va être super intéressant, super enrichissant avec de belles personnes que je connais aussi même personnellement, donc qui sont vraiment avec une âme, voilà, tout ce que j'adore, une âme très charitable mais en même temps très intéressante et pour pouvoir vraiment avancer dans son business et aussi parler de soi. Et moi d'ailleurs j'interviens ce samedi lors de ce sommet pour pouvoir parler de tout ce qui concerne l'identité personnelle et l'identité professionnelle. Voilà. Alors, Francis, je te coupe. Ouais. Je te coupe parce qu'il y a une question qui concerne justement l'événement dont tu parles. D'accord. Il y a une personne qui dit, Sonia, qui me demande si c'est tous les week-ends. Donc, je pense qu'effectivement, c'est le 14, 15, 16. Donc, on passe tout un week-end avec des belles personnes. Moi, je confirme aussi, j'en connais quelques-unes, dont France-Lise. Et puis, donc, elles vont vous expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat, peut-être les limites, les risques, parce que je sais qu'il y a des naturopathes aussi qui interviennent. Donc, je suppose que les naturopathes vont sensibiliser aussi. Alors, il y a une autre question aussi qui nous a été posée par rapport au burn-out. Donc, je reviens un petit peu en arrière. C'est Myriam qui nous demande si une personne qui fait un burn-out peut se soigner toute seule. Eh ben, je vous mets au défi d'essayer. Ah, c'est un challenge que tu lances là à notre public? Pourquoi pas? Mais en général, quand on a un burn-out, c'est qu'on n'est pas capable soi-même de pouvoir y arriver et de ne pas y être, tout simplement. Donc, voilà, c'est difficile quand même de se soigner seul. Alors, sauf si on prend la question autrement. Est-ce que se soigner seul, c'est-à-dire trouver son propre thérapeute ou trouver les personnes qui pourraient nous aider? Effectivement, c'est se prendre en charge pour pouvoir avancer. Donc là, effectivement, oui, ce serait se soigner seul, mais là, avec l'accompagnement de quelqu'un. Okay, et c'est mieux, et c'est vraiment mieux d'être aidé puisque c'est aussi une autre vision. En fait, on vous ouvre les horizons pour pouvoir justement réagir, réfléchir et se re-questionner autrement. D'accord. Moi aussi, je me permets aussi de revenir sur le sujet du burn-out. Je me pose la question, mais quand on fait un burn-out et puis qu'on est absent, on va dire, allez, 1, 2, voire 3 ans en son entreprise, est-ce qu'on peut se permettre de réintégrer son entreprise au même poste? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Les risques, il n'y a pas de risque zéro. On va commencer comme ça. Il n'y a pas de risque zéro. Les risques sont là. C'est surtout, encore une fois, comment vous avez investi ces 1, 2, 3 ans en se disant, je reste chez moi, je ne fais rien. Ou j'attends que ça se passe. Sinon, dans ce cas-là, si vous êtes encore dans la passivité et pas dans l'action pour pouvoir modifier les choses pour vous, donc effectivement, si vous êtes dans la passivité, vous allez malheureusement, ce que je propose pas, mais il y a le risque, il est là, on va dire à plus de 50% pour que vous retombiez encore dans le même système dans lequel vous étiez avant. Parce que même si vous êtes absent 3 ans sur votre poste, les missions restent souvent les mêmes. Et si vous avez un employeur qui n'a pas forcément envie de modifier votre charge de travail ou comprendre ce qui se passe pour vous, vous retombez encore dans les mêmes travers. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. C'est comment j'ai investi justement mon temps d'absence du travail et si j'y reviens, ce serait dans quelles conditions. Et là, vous avez aussi toute la question de la médecine du travail. C'est-à-dire que c'est important aussi, de toute façon, si vous êtes absent aussi longtemps, vous devez repasser par la case médecine du travail pour qui pourra réévaluer si vous êtes apte ou pas à reprendre le travail. Ça va être important aussi de pouvoir définir qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là pour justement peut-être proposer un aménagement de votre travail ou un aménagement de votre temps de travail s'il y avait besoin en fonction des spécialités que vous avez. Donc, tout est possible. Maintenant, c'est comment on l'envisage. Ok, donc et toi, tu interviens aussi jusqu'à cette étape-là, éventuellement, de reprise du travail, voire même peut-être après, parce que la personne a peut-être besoin aussi d'un petit coup de main, même quand elle est revenue au travail. Et puis, oui, puis c'est peut-être bien aussi d'avoir
c'est peut-être bien aussi d'avoir un praticien près de soi. Hein. C'est ça. Bah, le travail continue dans tous les sens du terme. Le travail continue. Et c'est important, je pense que c'est bien de ne pas rompre aussi un accompagnement juste au moment de la reprise du travail, parce qu'il y a besoin aussi de débriefer, de savoir comment la personne a ressenti les choses, comment elle a pu s'adapter aussi à soit son nouveau lieu de travail ou soit au même lieu de travail dans des conditions peut-être différentes. Et puis aussi la vision des autres, le regard de ses collègues. Voilà, il y a plein de choses aussi qui peuvent vous passer par la tête. Ce sont encore d'autres questionnements que vous aurez à ce moment-là. D'accord, parfait. Eh ben, donc, on arrive bientôt à la fin. Donc, tu nous as donné tes actualités. Je vais rappeler comment te joindre. Donc, tu es sur HR ou sur Vernouillet en cabinet. Elle est joignable par téléphone, par mail, sur son site internet. Toutes les coordonnées des animateurs de Bien-être en Yvelines sont sur le site de Bien-être en Yvelines, sur la cartographie à gauche. Et si vous voulez la retrouver, n'hésitez pas à la suivre. Hein. Elle est active sur les réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn également. Donc, vous retrouverez bien sûr France-Lise sur son événement, donc Level Up. Level Up Femmes Actives. Voilà, pour les femmes actives, mais peut-être pas que. Hein. Les hommes aussi peuvent s'inscrire. Les hommes aussi peuvent s'inscrire en fait. Il a été pensé pour les femmes principalement effectivement parce qu'il y avait cette sensibilité là et que on voulait vraiment toucher un public bien précis. Mais effectivement, les hommes aussi peuvent s'inscrire puisque il n'y a pas que les femmes qui sont en difficulté, il n'y a pas que les femmes qui sont entrepreneurs, il n'y a pas que les femmes qui ont envie d'avancer aussi pour elles dans leur propre cheminement. D'accord. Donc, c'est un événement pour tous, là, qui va bientôt commencer. Donc, on va laisser France-Lise se préparer et puis se mettre dans de bonnes conditions parce que si elle continue à poursuivre dans les lives, je voudrais pas que tu fasses, entre guillemets, un burn-out. Exactement. Sur d'équilibre, là. Voilà. Donc, tu vas nous donner donc de tes nouvelles très prochainement. Et puis, nous, à Bien-être en Yvelines, on a aussi un événement qui va arriver très, très prochainement où France-Lise va aussi participer. Donc, on va faire un petit clin d'œil à un événement qui aura lieu donc dans quelques semaines. Une semaine bien-être qu'on va vous réserver. Donc, il y aura des événements en présentiel, mais juste en privatif. Donc, on va être sur un lieu qui s'appelle un IME à Trappes. Donc, on va faire découvrir des techniques de bien-être à un public handicapé. Et avec la crise sanitaire, on ne pouvait pas accueillir du public, donc on fait ça dans un lieu privé. Et puis, en visio, donc les animateurs de Bien-être en Yvelines vont vous proposer en fin d'après-midi et soirée des thématiques comme l'hypnose, gérer le stress, gérer les émotions. Et là, comme par hasard, on va retrouver France-Lise. Donc, elle nous donnera de ses nouvelles suite à tous ces événements. Et puis, donc, on vous donne rendez-vous du 7 au 11 juin pour en savoir plus. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Tout est en ligne et les inscriptions vont bientôt s'ouvrir parce que pour les Zooms, pour les visios, ce sera sur Zoom. Voilà. À très bientôt et puis bonne soirée, France-Lise. Merci. Et puis merci pour votre participation à tous. Voilà. À très bientôt. Bon courage. Et à bientôt. Merci.